Une heure et demie que j'espère vous passionnera sur l'innovation. Alors avec une coloration particulière parce que on veut parler d'innovation liée au deep tech. Alors pourquoi une coloration particulière? Même parce que ce qui caractérise les deep tech, c'est que ce sont des innovations ou des résultats technologiques qui sont en rupture avec ce qui est connu et appliqué. Et ça conduit à un effort particulier pour pouvoir tirer le meilleur parti de ces innovations en termes de produits industriels. Ça nécessite un temps de mise sur le marché probablement plus long, peut-être également d'être connu plus tôt par les industriels futurs utilisateurs, puisque c'est souvent des technologies qui s'échangent ou qui permettent d'inventer des produits, mais ça commence par du B2B. Et donc, tout cet ensemble de choses conduit inévitablement à devoir se reposer la question de comment on intègre ces éléments de deep tech dans une stratégie d'innovation. Alors, on va commencer par un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter. Nous avons essayé d'alterner des grands groupes et des startups qui ont proposé ou qui proposent des innovations ou des petites sociétés. Nous avons également essayé de montrer deux tandems qui sont un petit peu différents dans leur conception et dans leurs échanges qui conduisent à de l'innovation, de façon à donner un panel de solutions. Puis nous discuterons, je pense, ensuite de quels sont ces choix stratégiques qui ont été faits par les uns et par les autres pour développer leur innovation dans ce cadre, cet éclairage particulier des deep tech. Et je pense qu'on sortira avec une vision comparée de quelques exemples qui sont, je crois, assez intéressants. Voilà, donc je commence par la droite. Et enfin la mienne de droite, pardon pour l'auditoire, et donc Sylvain Pénaud. Bonjour à tous, donc Sylvain Pénaud, je représente une start-up du coin qui s'appelle Schneider Electric, et je suis directeur business incubation, et je vous expliquerai pourquoi l'open innovation ne marche pas. Frédéric Joubert, Verelec. Bonjour, Frédéric Joubert, Société Verelec. Nous, on est une spin-off du CNRS, on fabrique des produits très concrets, on vous expliquera, et on est associé commercialement avec Schneider pour... Pardon ? Ça marche un peu. Ouais. On est associé avec Schneider pour la commercialisation de nos produits, on vous présentera le tandem tout de suite après le tour de table. Oui, bonjour, Thierry Fench, je suis directeur innovation collaboration du site ST Microelectronics de Grenoble. Je vous parlerai de nos activités avec les startups et en particulier les nouveaux domaines dans lesquels on va travailler avec les startups de notre environnement. L'open innovation, ça marche un peu quand même, en particulier avec les startups pour nous. Merci Thierry. Oui, bonjour à tous. Vincent Templard, je suis dirigeant de deux jeunes entreprises. L'une Evéon dans le domaine des dispositifs médicaux, des dispositifs automatiques de préparation et d'administration de médicaments, et une autre Alpao dans le domaine de l'optique adaptative. Et puis j'aurai l'occasion aussi de revenir un peu sur le deep tech dans le domaine de la santé, puisque c'est un sujet où effectivement les technologies sont un avenir extrêmement important dans la façon, dans le parcours de soins de demain, en tant que président de Medicalps, le cluster des technologies médicales de l'Arc Alpin. Oui, bonjour, Eric Alix. Donc moi, je suis Chief Data Officer du groupe La Poste. Donc, je ne vais pas présenter le groupe La Poste, mais c'est un groupe qui a multi-activités et 26 milliards de chiffre d'affaires et 260 000 personnes. En tant que Chief Data Officer, mon boulot à moi, c'est de développer un capital avec de la data
dans toutes les branches donc pour le groupe et de créer de la valeur avec des projets qui vont être un peu partout, effectivement, dans tous les métiers du groupe et qui vont utiliser ces nouveaux moyens de la data, de l'intelligence artificielle, etc. Donc on va, avec Jean-François, vous parler, nous, d'intelligence artificielle, de la façon dont on s'est rapproché avec ProBayes. ProBayes, que j'ai le plaisir aussi de diriger en tant que directeur général depuis 2 ans. Voilà, donc comment on s'est rapproché, pourquoi on l'a fait, comment cette innovation-là, elle irrigue la Poste, et puis comment on a continué à développer ProBayes à la fois en interne et en externe. Oui, donc Jean-François Méribel. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis en vacances puisque j'ai cédé la place à Eric. Et donc j'étais un des cofondateurs et le président de la société ProBayes, donc qui avait démarré en 2003, qui est une société qui était spécialisée en techniques probabilistes, a priori plutôt pour l'industrie, et donc qu'on avait démarré en 2003 à partir de travaux qui avaient été effectués à l'INRIA et au CNRS. Donc là, on en parlera peut-être un peu plus. Et donc, nous avons été rachetés par la Poste en 2016. Très bien. Et donc, je me présente. Je suis Pierre Bénèche, administrateur général de Grenoble INP. Et Grenoble INP a une activité très forte de recherche et de transfert de technologies, et en lien avec un certain nombre des acteurs qui se sont présentés ici, et bien d'autres encore. Voilà, donc on va reprendre ce tour de table. Quelles sont pour vous, je vous poserai à chacun la même question, quelles sont vos stratégies d'innovation? Vincent, tu peux nous dire un petit peu comment vous articulez, où vous puisez votre innovation? Auprès de Grenoble INP, dont on est issu. En partie en tout cas. Je vais juste revenir effectivement, merci Pierre, sur chacune des 2 entreprises avec quelques mots sur l'histoire, puisque ce sont 2 entreprises qui ont maintenant quand même 9 ans. Une entreprise, Evéon, qui est issue effectivement de partenariats avec Grenoble INP, de partenariats aussi de recherche avec le CEA et le CEA Leti, et puis Alpao, qui est issu du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes. Donc je pense qu'on couvre un peu, pas de la totalité, mais presque de la recherche sur le bassin grenoblois. Et c'est un aspect qui a été extrêmement important pour nous dès le départ, de pouvoir multiplier les collaborations de recherche pour mettre au point les briques technologiques nécessaires au développement de nos produits. Les dispositifs médicaux sont par essence des produits qui nécessitent des développements qui sont pluridisciplinaires. On a besoin de nouveaux matériaux, on a besoin de microsystèmes, de capteurs, de plasturgie, d'électronique, d'intelligence embarquée. Il n'est bien évidemment pas question de, j'allais dire, internaliser au sein d'Evéon l'ensemble des compétences. Donc on s'est très tôt appuyé sur un certain nombre de laboratoires de recherche. Le premier a été Grenoble INP avec le LMGP et puis le CEA Leti au travers d'un projet FUI pour développer un microsystème, un MEMS d'injection de médicaments qui permettent d'injecter en quelques millisecondes la bonne dose de médicaments, sachant que le silicium est un substrat qui, par définition, est neutre et donc n'a pas d'interaction avec les médicaments. C'est une vraie innovation de rupture, puisque jusqu'à présent, les dispositifs médicaux d'injection, c'est forcément une seringue et un piston. Et là, la rupture, c'est que pour injecter du médicament de façon totalement automatique, il n'y a plus de piston, et ce sont des micropompes en définitive qui vont piloter la bonne reconstitution et la bonne administration du médicament. Après, on a développé des partenariats de recherche. Alors, je ne vais pas en faire la liste au cours des 9 ans, mais notamment dans ceux que j'aimerais citer. Il y a eu, il y a 2 ans, un projet EasyTech avec les ISAR sur des aspects plutôt applicatifs et suivi, j'allais dire, des informations, transmission des informations sur des applis. Et puis, très récemment, et ça souligne le fait qu'Evéon continue effectivement à investir dans de la recherche, un laboratoire commun avec le LMGP qui vient d'être retenu, annoncé, dans le cadre d'un projet, un appel à projet IDEX, pour développer et mieux comprendre les interactions entre les bioprotéines et les matériaux. C'est un sujet un peu
spécifique, mais la façon dont les matériaux sont hydrophobes ou hydrophiles, la façon dont l'interaction se fait avec le matériau, mais se fait aussi avec l'air, va entraîner que le médicament va se reconstituer facilement ou au contraire va former des agglomérats. Or, on se doit aussi, au travers de nos propositions de valeur, d'être force de proposition auprès de nos clients que sont les laboratoires pharmaceutiques. Et puis, dans le domaine de l'innovation et des collaborations que nous avons eues, Eveon s'est toujours positionné comme un assembleur de dispositifs médicaux. On ne sera jamais plasturgiste, on ne sera jamais fabricant de cartes électroniques, mais on veut pouvoir maîtriser la qualité des dispositifs qui sont issus des développements d'Eveon. Et pour cela, on a eu besoin aussi de construire, et on continue à le construire, des partenariats forts avec des grands industriels sur lesquels on s'appuie. Le premier d'entre eux avec qui on a eu le plaisir de signer un partenariat, il est à ma droite, c'est avec ST. On intègre des composants électroniques, notamment le fameux microprocesseur STM32, et de pouvoir partager une roadmap avec ST, de pouvoir, quand vous mettez au point un dispositif médical, il faut bien évidemment qu'il soit validé, ce qu'on appelle marqué CE, dispositif médical. Si jamais ST arrête la prod d'un composant critique 6 ou 9 mois après la mise sur le marché, Eveon rencontrera quelques difficultés. Donc ça fait partie effectivement, j'allais dire, de l'environnement que l'on a. Et c'est vrai qu'Eveon a été plutôt, en y réfléchissant, en préparant cette intervention, à se développer, à s'appuyer beaucoup sur les partenariats locaux, au contraire d'Alpao. Alpao, qui est dans le domaine de l'optique adaptative des miroirs déformables, qui permettent de compenser à très haute vitesse la déformation d'un rayon lumineux. Alors pour faire simple, en fait, c'est les mêmes technologies, hein, c'est les mêmes compétences en interne, c'est des microélectroniciens, c'est du logiciel embarqué, c'est de la micromécanique, c'est des microsystèmes à membrane avec des actionneurs, mais dont le domaine d'application est dans le domaine de l'optique. Et Alpao, qui est issu du CNRS et de l'UGA, a quelques collaborations effectivement locales avec des centres de recherche, avec le LIFI notamment, avec l'IPAG, dans le domaine de l'astronomie, mais a eu comme démarche de très vite, sur ces différentes applications, que ce soit la science de la vision, la microscopie, l'astronomie, le contrôle industriel, de nouer des collaborations avec des instituts de recherche scientifiques dans le monde entier. Je vais être un peu immodeste, mais aujourd'hui, Alpao a 15 des 20 premières références du classement de Shanghai comme clients, que ce soit le MIT, l'UCLA, etc., avec lesquels on collabore régulièrement et qui nous permettent effectivement de nous pousser à chaque fois dans nos retranchements pour aller sur des développements, j'allais dire, à l'état de l'art dans le domaine des miroirs déformables. On a aussi gagné, par exemple, dans le domaine de l'astronomie, un des plus beaux appels d'offres dans le domaine de l'interférométrie, où on développe des miroirs déformables qui vont avoir des caractéristiques qui sont vraiment, oui, à la limite de l'état de l'art, mais qui, derrière, vont nous permettre de développer des miroirs d'application de plus grand volume. Donc, à chaque fois, on va trouver ce lien où, d'un financement d'un projet spécifique, on va réintégrer sur d'autres gammes de produits les développements que l'on aura pu faire. Et souvent, l'astronomie dans ce domaine-là, qui a des besoins particuliers, nous permet de garder une longueur d'avance et on va retrouver quelques années après des développements qu'on a fait dans l'astronomie dans le domaine de la science de la vision. Et aujourd'hui, dans le domaine de la science de la vision, on est capable, par une simple image de l'œil, de détecter des maladies, qu'elles soient des maladies oculaires ou des maladies non oculaires. La maladie d'Alzheimer, je sais qu'il y a un projet qui se présentait, la maladie d'Alzheimer par exemple, aujourd'hui, simplement par une image, on peut la détecter, on peut mesurer un taux de bioprotéines qui va être le marqueur précurseur de la maladie. Donc voilà en quelques mots, j'ai déjà été peut-être un peu long, mais pour résumer, des partenariats forts locaux sur Eveon en termes de recherche et qu'on continue en fonction des besoins et des besoins de nos clients que sont les laboratoires pharmaceutiques avec des partenariats industriels qui vont encore se renforcer et d'autant plus que nous déménageons dans 3 semaines maintenant pour nous agrandir compte tenu effectivement des commandes et des livraisons que l'on doit faire. Et puis sur Alpao, une stratégie beaucoup plus axée à l'international,
98% du chiffre d'affaires aujourd'hui est international. La France représente une part extrêmement faible. Un chiffre d'affaires équilibré entre les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, à un tiers chacun, mais véritablement tiré par ce que je vais appeler des leaders d'opinion qui vont trouver les applications de nos miroirs et parfois des applications qu'on ne soupçonne pas, puisqu'on a livré des clients connus dans le domaine de la réalité augmentée ou des ordinateurs quantiques, par exemple. Donc on est bien au cœur de la deep tech, en tout cas. Très bien, merci. Thierry, puisque c'est un bon enchaînement, au moins un lien avec, qui est révélateur de la façon dont vous y prenez, et puis une nébuleuse d'intelligence artificielle qui a visiblement modifié ou fait avancer vos façons de travailler avec un certain nombre de clients partenaires. Oui, merci d'avoir cité le STM32 et notre collaboration, puisqu'effectivement, on travaille beaucoup ensemble. Normalement, il y a des slides de présentation. Vous pouvez passer... Sinon, je vous parle... Oui. Oui. Le suivant. Oui. Voilà. Voilà. Juste quelques mots sur ST. C'est juste vous remettre en mémoire que ST, effectivement, c'est un leader européen du semi-conducteur. Ça veut dire qu'on va faire des composants électroniques et on va fournir à nos clients des solutions. On est plus nombreux, les leaders en Europe, puisqu'on doit se partager ça avec Infineon et NXP. Donc il faut qu'on reste là. On est franco-italien. On est 45 000 employés dans le monde, 10 000 en France, 6 000 à Grenoble, donc 4 000 sur le site de Crolles et 2 000 sur le site de Grenoble. L'usine la plus avancée du groupe est d'ailleurs à Crolles, et l'ensemble de notre outil manufacturing, je dirais, du silicium est en Europe, vu les gros investissements stratégiques que ça représente. L'année dernière, on a eu un revenu de 8,35 milliards de dollars, ce qui est une excellente nouvelle, puisqu'on est en croissance, on a une croissance pratiquement de 20%. Et on prévoit une croissance entre 14 et 17% pour cette année. Donc on continue à surfer sur cette bonne évolution des marchés pour nous, en tout cas de notre chiffre d'affaires. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors ces bons résultats, c'est le fruit d'une stratégie qu'on a refocalisée, je dirais, il y a à peu près 2 ans. On s'est refocalisé sur 2 activités importantes. Tout ce qui va être l'Internet des objets, pour toutes les applications, les objets connectés, la maison intelligente, mais aussi toutes les applications industrielles. Et enfin, un deuxième segment très important où on est leader, qui est tout ce qui est l'électronique automobile et ses évolutions vers un véhicule plus sûr, plus vert, et vers le véhicule autonome, le véhicule connecté. Donc on est dans tous ces secteurs-là. Slide suivant, j'essaie de ne pas passer trop de temps. Merci beaucoup. Donc là c'est un focus sur vraiment ce qu'on va fournir pour les objets connectés. Et ça, c'est important parce que, je dirais, le plus grand lien qu'on a aujourd'hui avec les startups et avec qui on a un partenariat, c'est effectivement dans cette famille de produits. Donc au niveau des objets connectés, nous, on ne va pas fournir les applications, les objets eux-mêmes, mais on va fournir les briques de base. On va fournir l'intelligence, le microcontrôleur, le STM32 que tu as cité. On va fournir la radio, on va fournir la solution de sécurité, on va fournir la solution d'alimentation et la possibilité de mettre tout ça ensemble pour en faire un objet connecté. Donc c'est vraiment le Lego de l'objet connecté qu'on peut proposer. Et ce qu'on essaie aussi, on le voit dans la partie en bas du slide, d'être de plus en plus pédagogique. Il faut que les gens puissent accéder à ces technologies, que ce soit un labo, que ce soit une PME, que ce soit une start-up, de la manière la plus facile. Et on fait beaucoup de pédagogie pour rendre nos technologies très accessibles. Si je parle d'innovation maintenant, donc à ST, on a toujours innové à l'intérieur de la compagnie. Pourquoi ? Parce que on travaille sur des nouveaux produits et aussi on est, je dirais, l'enabler de l'innovation chez nos clients. Quand on va chez un grand client, moi j'ai beaucoup travaillé avec Nokia à l'époque, on apportait l'innovation grâce à nos IP qui sont au niveau du composant. Après, je me souviens, on parlait de Bluetooth avant que le Bluetooth existe, on parlait d'USB avant que l'USB existe. On a été effectivement à la pointe pour tous ces nouveaux développements qui maintenant font partie de la vie quotidienne. On a une approche aussi d'innovation, je dirais, incrémentale, très forte au niveau de nos technologies. C'est ce qui se passe au niveau de nos usines, de manière à ce que nos process restent compétitifs. Bon, j'ai parlé de Nokia. C'est vrai qu'on travaille avec de très, très gros clients. Et c'est ça qui remplit nos usines. Il nous faut remplir nos usines, il faut faire tourner l'outil industriel.
Mais par contre, on s'est aperçu ces derniers temps à nos dépens que quand un gros client tousse, pour nous, ça peut être difficile pour notre business. Donc aujourd'hui, on est aussi incité à fortement collaborer avec nos écosystèmes de manière à susciter, je dirais, les industriels, ceux qui vont être des industriels de demain, pour augmenter notre marché de masse. Ça, c'est très important et c'est ça qui me donne les moyens de faire de l'innovation ouverte. Donc c'est important cette stratégie pour moi, pour mon activité, dans le cadre de l'IoT. Et c'est dans ce cadre-là qu'on contacte et qu'on s'approche des startups, des PME, des écoles, pour justement généraliser et puis devenir leader, parce que le STM32 aujourd'hui, on est les deuxièmes au monde, derrière un concurrent que je ne citerai pas. Et on envisage bien d'être les premiers, sachant que 30% aujourd'hui des développeurs ont le choix pour le STM32. Donc on essaie de se battre pour ça. Et on compte sur notre écosystème aussi pour nous soutenir. Donc tout ça veut dire que par ces technologies, on va donner la possibilité à des startups, des PME, des labos, de pouvoir accéder facilement et concevoir leur objet connecté. Et pour ça, on est prêt à les aider, à se rapprocher d'eux, à mettre en place des gens qui vont leur faire du support. Peut-être le slide suivant. Merci beaucoup. Bon, là, c'est juste une représentation un petit peu exponentielle. J'ai voulu montrer que là, effectivement, dans le local, depuis 2015, et je pense que ça a été vraiment notre ouverture, le fait de se dire il faut qu'on travaille vraiment avec notre écosystème pour toutes ces technologies. Pourquoi ? Pour une raison bien importante aussi, c'est que le marché de l'IoT est très fractionné, que ce soit dans les domaines du médical, dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup de petits acteurs et l'innovation de rupture arrive par ces petits acteurs. Et nous, c'est important de travailler avec eux parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de faire évoluer nos architectures et notre proposition à l'ensemble des acteurs. Et puis, on n'est pas à l'abri quand ces acteurs, demain, ils deviennent un grand industriel du coin. Oui, aujourd'hui, il y a Schneider, avant c'était Merlin-Gérin, et puis il y a Capgemini. Je veux dire, il y en a peut-être un de ceux-là qui va devenir aussi un grand de la région, et ça, effectivement, on ne veut pas le manquer. Donc, effectivement, une activité en croissance, sachant qu'on travaille avec beaucoup de partenaires dans l'écosystème, et la relation peut aller même jusqu'à les héberger chez nous, parce que ça va permettre d'aller encore plus loin et ça va permettre de créer un environnement favorable à cette jeune pousse start-up pour se développer. Et en particulier, c'est très important, entre la phase de prototype électronique et la phase d'industrialisation. Peut-être le slide suivant. Voilà, donc c'est un exemple en France, les sites de ST, on doit héberger 17 start-up sur nos sites de Paris, de Tours, de Sofia, de Rousset et donc de Grenoble. Et à Grenoble, on héberge effectivement 3 startups qui utilisent nos technologies. C'est ça la condition, c'est qu'ils utilisent nos produits et qu'on puisse parler d'eux et puis qu'ils nous fassent du retour sur nos technologies, comment les faire évoluer, comment améliorer la relation avec la technologie. Donc effectivement, on héberge Hydrao qui fait la douche connectée, qui marche très bien, qui a actuellement des marchés, en particulier avec Singapour, et ça marche bien pour eux. On héberge Bloomins Lab, qui fait un détecteur de gestes basé sur notre technologie Time of Flight, détection de proximité. Et ça, c'est des ex-salariés qui ont voulu se lancer dans le business. Et depuis cet été, on héberge aussi Lancer Energy Storage, qui en fait est une start-up qu'on a fait venir de l'extérieur. Actuellement, ils sont 13, ils sont arrivés, ils étaient 10. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en croissance. Et là, c'est intéressant parce que c'est une culture qui n'était pas du tout dans ST. Ça nous apporte de la disruption aussi dans la manière de travailler, dans la manière de gérer un certain nombre de choses. Bon, ils sont pas mal parce qu'on leur a fait un labo. Ils ont un endroit sympa où ils peuvent recevoir vraiment leurs clients, faire de la créativité. Et puis, ils ont un espace de travail. Moi, j'insiste sur le coworking, c'est-à-dire les startups peuvent communiquer facilement. Il faut éviter les silos. Donc ça, c'est effectivement poussé par cette volonté de bien accompagner les startups pour qu'elles deviennent des succès et que ça soit des belles vitrines par rapport à nos technologies. Alors j'ai parlé du STM32. Le STM32, maintenant, on lui associe de la radio, on lui associe de la sécurité. Et l'étape actuelle, c'est d'associer de l'intelligence artificielle à nos composants. Donc c'est important s'il y a des développeurs dans la salle, et je sais qu'il y en a. Donc qu'on explique un petit peu ce qu'on fait là-dessus. Peut-être le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. ST, nous, on ne va pas regarder l'intelligence artificielle que vont faire les grands opérateurs, les Google, les Amazon, ça se passe au niveau du cloud. Et nous, on n'est pas dans ce genre de software et d'algorithmique. On fait du silicium pour les serveurs et on a des produits pour ça.
Nous, on va plutôt faire une stratégie, ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire qu'on va rapprocher le plus possible l'intelligence du capteur. Voilà. Vous imaginez un agriculteur dans sa vigne, il doit passer du fongicide. S'il a une caméra qui arrive à repérer là où sont les champignons et envoyer exactement ce qu'il faut au moment où il faut, avec une reconnaissance de forme, ça peut être très efficace. Et puis c'est bon, on ne mettra pas trop de fongicides dans la nature. Donc c'est exactement ce genre d'application. Alors vous voyez, il y a aussi un autre intérêt, c'est que c'est temps réel. Si quand la caméra voit le champignon, il faut attendre 30 secondes que ça aille sur le web et puis que ça revienne, ça ne marche pas. Hein. Là, il faut avoir une réaction immédiate. C'est aussi quelque chose qui va permettre de réduire l'encombrement des données des réseaux. Et enfin, c'est quelque chose aussi qui garantit de la confidentialité. Parce que vous n'allez pas envoyer vos données, obligatoirement, toutes vos données sur le web. Ce que vous avez envoyé sur le web, bon, c'est pas... Quelqu'un, à un moment donné, peut le voir. Le sens du message qui est là, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui un écosystème STM32, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec nous, il va avoir plein d'outils, il va vouloir faire de l'intelligence artificielle, il ne va pas être perdu. Il y a déjà, il peut utiliser des outils STM32 CodeMX et il peut déjà programmer des réseaux neuronaux à partir de plateformes effectivement disponibles sur notre plateforme STM32. Ça permet de faire des applications simples, mais déjà du traitement audio, je dirais de la maintenance prédictive. Après, pour aller plus loin, eh ben, effectivement, aujourd'hui, dans la stratégie de ST, on va mettre en place une stratégie de coprocesseur, de nouvelles IP qu'on va intégrer dans le STM32, et même on prépare aussi des circuits dédiés si on veut faire de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance d'objets ou de plusieurs objets à l'intérieur de ces images. Aujourd'hui, il y a une présentation qu'on fait, nous, dans le showroom, et qui a été présentée. On fait une caméra infrarouge qui permet de compter le nombre d'individus dans une pièce, voir s'ils sont debout ou s'ils sont couchés. S'ils sont couchés, là, il faut peut-être aller très vite, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, on a une application. Effectivement, on ne peut pas savoir l'identité des gens. Et la réaction en cas d'alarme va se faire totalement en local. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on va... Et là, on est en plein projet sur ces sujets-là, avec déjà une partie qui est disponible. Et je pense que c'est tout. Je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est pour montrer effectivement la partie qui est disponible aujourd'hui. C'est s'il y a des développeurs qui sont intéressés par effectivement faire des essais. Il y a effectivement aujourd'hui des plateformes comme TensorFlow, comme Café, comme Lasagne, où on peut trouver de l'algorithmique. Et derrière, on a les outils. Alors, par contre, le message que je voulais faire par rapport à l'écosystème, c'est que ST, nous, on va fournir une plateforme et un écosystème. Mais vous voyez que de l'autre côté, il va y avoir un agriculteur. De l'autre côté, il va y avoir quelqu'un qui va utiliser des caméras. Et le lien entre ces deux, et bien là, il y a de la place pour beaucoup de startups. Donc aujourd'hui, ils sont dans la salle, on travaille avec Neovision, hein, et c'est vrai que ça nous permet de mettre en place des démonstrations, et c'est très bien de travailler avec des gens qui connaissent les algorithmes et qui connaissent les mathématiques. On travaille aussi avec SmartMeUp, et certainement qu'on va travailler avec d'autres startups qui vont permettre pour nous de faire ce bridge entre la technologie et l'application. Voilà, j'étais un peu long, mais voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc on va continuer avec La Poste, avec Eric Alix et Jean-François Miribel. Moi, je vais vous parler peut-être au niveau de La Poste, que vous devez forcément connaître. La Poste rencontre tous les Français. On a beaucoup d'innovations d'usage. Pourquoi on a beaucoup d'innovations d'usage ? Parce qu'on est 260 000 personnes et que nos métiers sont en train de se transformer, qu'il y a de moins en moins de lettres qui sont dans la sacoche du facteur et que du coup, la stratégie, c'est d'ouvrir notre réseau à tout un tas de nouveaux métiers dans le service des personnes, évidemment dans la logistique. On a de la banque, on a vraiment énormément de métiers différents. Et donc, on a des innovations d'usage qui se passent dans toutes les directions de la Poste. Et du coup, la question, c'est par rapport à de l'intelligence artificielle, par rapport à une utilisation des données, comment on peut mettre en place une stratégie qui permette d'accélérer toutes ces initiatives, de leur permettre en fait d'utiliser les dernières technologies. Et donc on a choisi de maîtriser ce cœur technologique parce que la révolution de nos métiers nous amène à ces projets et que ces projets, il faut savoir les réaliser. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a essayé de chercher en fait
quels étaient les fournisseurs de technologies avec lesquels on pouvait s'associer ou même acheter. La difficulté étant qu'étant multimétier, il nous fallait un acteur qui savait maîtriser toutes ces technologies, mais aussi tous ces métiers. Voilà. Et c'est là où, par réseau, en fait, on a fini par se rencontrer avec Jean-François et qu'on a commencé à construire cette histoire entre Probayes et La Poste. Je vais te laisser peut-être le soin de la raconter. Oui, donc nous, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on développe des technologies probabilistes pour des systèmes prédictifs, c'est-à-dire ce qui est un petit peu ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, mais basée en particulier sur le prédictif et donc sur la gestion de données. Donc on a commencé en 2003. On s'est développé beaucoup, disons, on avait l'impression qu'on intéressait bien les gens. Les conversations de salon étaient très intéressantes avec les gens, mais on a eu quand même des années un petit peu difficiles parce que c'était des notions qui n'étaient pas évidentes à expliquer aux gens et que quand même, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde fait de l'intelligence artificielle, mais il y a 10 ans, il n'y avait pas grand monde qui savait vraiment à quoi ça servait et ce qu'on pouvait en faire. Et en particulier, les groupes avaient plus de mal à essayer d'investir dedans. Donc nous, on était passionnés par la technologie, on a beaucoup développé en technologie, on a fait pas mal de programmes de recherche importants, des applications militaires, des applications civiles. Ça a duré donc pendant plus de 10 ans. Et puis, on s'est quand même intéressé à la pérennité de l'entreprise. On s'est dit, ben voilà, nous, on est passionnés par la techno. On a quand même un cœur technologique qui est intéressant. Après, on voit que c'est en train quand même d'exploser nos technologies. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va gérer ça ? Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était quand même quelques-uns, comme on avait démarré ça il y a une bonne dizaine d'années, une équipe qu'on s'était connue avec les 2 autres cofondateurs quand on a passé nos thèses donc dans les années 80 donc, sur le campus, ça fait quand même un moment. Donc on était arrivés, nous, à nous dire qu'il fallait peut-être qu'on passe la main aussi. Bon, après, on a eu la chance de trouver La Poste. Comme l'a dit Eric, on l'a trouvé par réseau. Et nous, ce qui nous a passionnés, c'est que c'était effectivement un terrain de jeu extraordinaire avec des gens qui avaient des besoins importants dans nos technos, dans nos domaines, et puis qui nous ouvraient des applications. Parce que les technos, c'est bien, mais si on n'a pas les applications, on ne peut pas en faire grand-chose. Enfin, en tout cas, on en fait moins. Et la démarche de La Poste a été pour nous très intéressante parce qu'à la fois, ils ont respecté tout ce qu'on faisait déjà avec nos clients actuels. Donc, on a pu conserver et continuer à travailler avec nos clients et même continuer à grossir le chiffre d'affaires qu'on fait avec des clients. On travaille quand même beaucoup avec le militaire, par exemple. Donc on continue à travailler avec eux et c'est vrai que ça nous aurait gêné de se faire racheter par une boîte et de devenir finalement le labo de la boîte pour ne développer plus que des choses en interne. On pensait que si on partait là-dessus, on allait perdre notre âme et puis décevoir nos clients, nos anciens clients. Donc on continue à développer avec des relations et à travailler avec nos anciens clients. Et l'arrivée de La Poste, on travaillait déjà un petit peu avec des gens à La Poste, en particulier la Banque Postale. On faisait beaucoup de choses sur le scoring des cartes bleues, etc., enfin des transactions. On faisait pas mal de choses là-dessus déjà. Et donc là, on continue. Et depuis, évidemment, les développements avec La Poste ont beaucoup grossi, quoi. Donc on est ravis, quoi. Peut-être pour finir. Donc, ce qui était important pour La Poste, c'était avoir un accès à la R&D. Nous, on se dit que sur l'intelligence artificielle, autant quand Jean-François s'est lancé avec les fondateurs de Probase, il n'y avait pas énormément de monde, mais maintenant, tout le monde s'y est mis. On a un rythme quasi exponentiel du nombre de publications, du nombre de brevets, etc. Et donc, pour suivre cette tendance-là, tout en restant multispécialiste, il nous fallait un cœur R&D qui soit très, très fort. Et donc, on a bâti sur toutes ces nombreuses années où il y a eu des collaborations avec l'INRIA, le CNRS, etc. Donc, où on a beaucoup de programmes de recherche qui, du coup, nous développent de l'outillage qui permettent de faire du service. On a aussi du service dans Probase sur un peu tous les secteurs, que ce soit la santé, le véhicule autonome. On fait aussi de l'embarqué
On a des sujets sur les puces, etc. Et donc toute cette diversité de sujets, ça nous sert à être plus fort à la Poste. Et réciproquement, ce qu'on fait à la Poste, ça nous sert aussi à être plus fort vis-à-vis du marché. Donc on peut grossir et avoir des effets d'échelle, voilà, qui étaient peut-être plus difficiles à avoir avant. C'est-à-dire qu'en 2 ans, c'est vrai qu'on a doublé notre chiffre d'affaires, doublé nos effectifs, mais aussi bien avec du cas interne qu'avec de l'externe. Et aujourd'hui, la partie service, quand on commence à voir qu'il y a un marché qui demande peut-être plutôt du produit et qu'on a la capacité à l'absorber, on est aussi capable de se verticaliser sur du produit. Voilà. Et tout ça, c'est une ADN en fait, et des assets qui ont été plantés très très tôt dans les premières années, avant que l'intelligence artificielle soit à la mode. Et avec cette rencontre, qui était quand même l'objectif quand on avait nos échanges, voilà, des usages et des technologies, pour pouvoir passer à l'échelle et être compétitif dans un monde qui est quand même compliqué et mondialisé. Voilà. Et donc, les compétences sont très très rares, et le développement de ces compétences, c'est la clé du succès. Et c'est là aussi où les questions de culture et les questions d'ambition, en fait, quel est le projet qu'on est capable de proposer aux équipes, deviennent très importantes. Et voilà, donc pour l'instant, tout va bien. On est ravis en fait, de la façon dont ça s'est passé. Très bien, merci. Alors, peut-être Frédéric Joubert, et puis ensuite Sylvain. Hein. Alors, on passe cela. On prend l'autre PowerPoint. Et puis on reviendra sur celui-là après. Encore. Ah. Voilà. Voilà. On m'entend là? Oui. Oui, je sais Ah, pas oui. parler assis. Il y en a qui sont tellement passionnés qu'ils ne peuvent pas rester assis quand ils doivent défendre leur affaire. Hein. On va passer directement à la numéro 2. Parce que, en fait, la présentation n'est pas très intéressante complètement encore. S'il vous plaît. Encore. Voilà. On va passer au couple infernal Verelec-Schneider. Voilà. En fait, nous, on n'est pas une start-up, on est une entreprise de croissance. Moi, j'ai racheté Verelec et on a rassemblé l'outil industriel en 2015. C'était le CNRS qui gérait ça, qui avait mis des produits sur le marché, ce qui est quand même courageux de leur part. Voilà, le métier que fait Verelec, c'est de la métallisation PVD, c'est-à-dire c'est du dépôt plasma sur du verre. Sur autre chose aussi, mais concernant les produits qu'on a aujourd'hui, c'est sur du verre. Autrement dit, on dépose une nanocouche de résistance sur du verre et on en fait donc un panneau rayonnant à très haute efficience énergétique. Voilà. Ça, c'est pour la partie savoir-faire de Verelec. Le rayonnement, évidemment, c'est assez particulier puisque en fait, on ne sait pas mesurer quoi que ce soit dedans, comme avec un grille-pain. Hein. Voilà. Bon, il faut bien s'allier avec des gens qui ont des systèmes intelligents de contrôle du chauffage. Donc nous, notre métier avec Schneider, c'est la transition énergétique. On l'aborde, nous, par l'efficience et donc par les économies d'énergie. Voilà, on a prouvé depuis des années qu'on était capable, entre l'efficacité de notre produit et la régulation connectée de Schneider, de générer des économies de l'ordre de 30 à 40% sur les notes de chauffage. Donc vous voyez, c'est très prosaïque hein, comme métier. Mais l'avenir, je vais vous l'expliquer. Alors, en ce qui concerne la stratégie de Verelec, quand je l'ai mise en place, j'ai regardé comment était fichu le marché. Et donc, ça a été assez rapide. Hein. C'est un marché qui est vieux, vraiment de l'ancienne économie, avec ses bons vieux réflexes de l'ancienne économie. Et avec des leaders très puissants. Ça, c'est un marché qui n'est pas atomisé du tout. Vous avez 2 leaders que je ne citerai pas qui font 90% du marché du chauffage en France. Donc comme ça, c'est réglé. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez chauffage électrique, vous aurez la réponse. Donc la stratégie a été simple, trouver des alliés, Schneider, Saint-Gobain, et également faire exactement le contraire de tout ce qu'ils faisaient. Voilà, comme ça, quand ils font un truc, on fait l'inverse, et globalement, ça marche. Que ça soit du marketing, du commerce, les réseaux de distribution, on a tout fait à l'inverse. Enfin, on a d'abord essayé de faire comme eux, mais
On s'est vite rendu compte qu'on n'y arriverait pas, donc on a fait ça comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se développe essentiellement, nos marchés, c'est les marchés de masse, hein, puisqu'on est sur la transition énergétique, donc il est évident qu'il faut, si on veut faire diminuer la consommation électrique de 20% au niveau national, bon, c'est un peu prétentieux, mais c'est sûr qu'il ne faut pas en vendre 10 des radiateurs dans le 16e arrondissement, hein, il faut en vendre des dizaines et des centaines de milliers. Il se change 3 millions de radiateurs par an en France, hein. Il y en a 60 millions installés, donc il y a de la place. La deuxième chose, c'est que tout l'intérêt de ce couple, c'est qu'il est très évolutif. Je veux dire que, en fait, le radiateur, lui, on ne va jamais le priver de son objet connecté, parce qu'autant une brosse à dents, une tasse connectée, ça peut tomber à la poubelle. On le regrette, mais on s'en fiche. Par contre, le chauffage, on ne mettra jamais sa connexion à la poubelle, ça c'est sûr. Donc, on a quoi? On a un système fixe, qui est le panneau rayonnant, qui reste à demeure, qui est découplé de sa régulation et de sa connectivité. Et cette connectivité est complètement évolutive. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans la première phase, c'est la phase de déploiement commercial, parce que nous, on a besoin de vivre, on a des gros investissements, évidemment. Et on a besoin de prouver au marché la valeur du produit, hein. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de les installer, hein. C'est pas de parler, c'est de les installer. La deuxième phase va être très intéressante, puisqu'on a accès à une data qui est absolument exceptionnelle. Hein. Rendez-vous compte qu'on a un senseur dans chaque pièce à fixe. Et pour l'instant, on ne fait que mesurer la température pour réguler. Mais j'ai écouté ST, on a déjà dans l'idée, dans les années qui viennent, évidemment, d'offrir un certain nombre de services en changeant ce corrélant là, qui peut porter évidemment au niveau thermique la température, l'hygrométrie, le CO2, que sais-je encore. Mais on a accès à la silver economy, on a accès à plein de choses avec ça, puisque dans chaque pièce, on a la capacité d'avoir de l'information, moyennant des coûts très bas. Hein, puisque, en fait, ce qu'on peut installer, c'est que ce soit les senseurs ou que ce soit l'intelligence, on laisse le hard en place et on change en permanence, enfin on propose de changer en permanence le soft et les services qui sont associés. Voilà, donc ça c'est la stratégie qu'on a mis en place tout récemment, après avoir réussi un petit peu sur le marché. Et donc c'est ce qu'on va développer dans les mois et dans les années qui viennent. Alors on le développe vis-à-vis de l'habitat, qui est une source de data que même nous, on n'arrive même plus à... Enfin, pour l'instant, qu'on n'exploite pas vraiment, hein, on stocke. Hein, enfin, c'est d'ailleurs Schneider qui le stocke, c'est pas moi. Voilà, mais qui sera évidemment exploitable. On commence à se développer dans l'agriculture, c'est-à-dire le chauffage animal, qui est une source de consommation électrique absolument phénoménale, hein, que ce soit dans le monde ovin, dans le monde caprin, dans le monde porcin, c'est plus de consommation électrique que le chauffage. Hein, voilà. Et on le fait également dans d'autres secteurs qu'on commence à aborder, avec toujours pour tactique de placer le hard d'abord et de le connecter assez simplement et de faire évoluer par la suite. Dans l'élevage, on a besoin d'énormément de données pour améliorer. Monsieur disait tout à l'heure, on va poser qu'une goutte sur un champignon. Dans l'élevage, c'est pareil. On a besoin de données très précises, d'énormément de data pour améliorer les exploitations. Et en plus, c'est des mondes, que ce soit la maison, que ce soit l'élevage, où on part de zéro. Dans l'habitation, il y avait le grille-pain. Et dans les élevages que je vois... il n'y a rien. Voilà. Il y a un gros bouton à l'entrée, marche arrêt. Et donc, on a un espace de développement et d'intelligence absolument extraordinaire, qui est très enthousiasmant. Voilà. Donc, finalement, c'est un couple qui se supporte l'un l'autre à chaque évolution. Quand on arrive à placer le hard, la connectivité suit. Elle n'est pas forcément extraordinaire dans un premier temps, parce que de toute façon, il faut que le produit rentre chez les gens. Le prix est très important, évidemment. Mais une fois qu'on est rentré, on a la possibilité d'intervertir les senseurs, de proposer de nouveaux services, de récolter de la data, de la traiter pour les clients.
Je reviens un petit peu en arrière sur le bâtiment, quelque chose que vous connaissez sûrement mieux que les élevages porcins. Imaginez quand on change les radiateurs de tout un bloc, 50, 100 logements, on a déjà des données personnelles. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller voir chez les gens comment ils chauffent, ni autre chose. Ça, c'est la CNIL est là pour veiller. Mais avec l'autorisation, par exemple, des bailleurs sociaux, on peut lui donner sur quelques années l'évolution constante de la dégradation de son bâtiment. Ça, c'est des choses qu'on peut parfaitement envisager, parce que s'il y a une chose qui renseigne bien, c'est la façon dont les gens se chauffent. Et ça, on n'a pas besoin de savoir si c'est Mme Michu ou autre chose qui fait ça. On tire les consommations globales, on voit si ça se dégrade plus au nord qu'au sud. Donc on aura des services à proposer sur de la masse et puis sur des choses très fines, parce que il y a, dans la précarité énergétique, par exemple, il ne faut pas oublier qu'il y a 8 millions de Français qui ne chauffent plus. On a des solutions là-dessus, des solutions d'abord efficaces, et puis des solutions de gestion en relation avec tous les acteurs de la précarité. Donc c'est un marché qui est passionnant. Alors je ne sais pas si on est deep, mais en tout cas on essaie d'être tech. Et voilà, avec un bête petit couple et des produits, je dirais que tout le monde connaît, mais qui sont très, très différents de ceux qu'on peut acheter habituellement, on peut arriver non seulement à travailler sur la problématique de la transition, mais en plus pouvoir déjà envisager beaucoup de services à venir. Merci. Merci. Merci Frédéric. Donc nous allons peut-être reprendre l'autre PowerPoint. Ouais. En attendant là, de démarrer le PowerPoint, je voulais juste revenir peut-être sur un point et pour mieux expliquer ce que je disais en introduction. Une minute sur la transformation de l'entreprise, parce que Schneider Electric est assez connu a priori dans l'écosystème grenoblois, mais peut-être plus pour ses produits que pour l'activité. Donc c'est une entreprise qui s'est transformée ces 10 dernières années. En 10 ans, on est passé de 60 000 à 160 000 personnes, de 9 milliards à 27 milliards de chiffre d'affaires. Et il y a 10 ans, 2 grands secteurs d'activité, la distribution électrique et les automates, et quasiment un seul business model, la vente de produits par nos canaux, nos distributeurs, ce qu'on appelle notre channel chez nous, donc les partenaires, les systèmes intégrateurs, les électriciens, etc. Aujourd'hui, c'est donc une société qui est leader mondial dans 4 domaines, les bâtiments, l'IT. Schneider est le leader mondial dans les data centers, c'est pas beaucoup. Dans l'énergie, dans l'industrie, et avec 30% de son chiffre d'affaires dans les services. Et donc, effectivement, alors, je suis d'accord avec le fait qu'on appelle l'AI maintenant, ce qu'on appelait peut-être différemment, comme l'IoT, on l'appelait M2M il y a quelques années. Mais juste pour donner un petit exemple, on a annoncé il y a quelques jours un incubateur accélérateur commun entre Schneider Electric et Microsoft sur l'intelligence artificielle à Station F. Bon, ça montre aussi la transformation de cette entreprise. L'autre difficulté, pourquoi j'expliquais les quelques difficultés qu'on a quelquefois sur l'open innovation. Dans l'organisation, il y a ces 4 verticaux dont je vous ai parlé qui sont chargés de développer les nouvelles offres de Schneider Electric. Et puis on a les équipes commerciales, les pays, ce qu'on appelle les pays chez nous, qui vendent les offres construites par ces business units. Et dans les pays où on est très fort, comme la Chine, les États-Unis, la France, par ordre de chiffre d'affaires, on a une capacité à être là, en confronté directement aux clients et à adapter ces offres-là. Et c'est pour ça que pour nous, l'open innovation a 2 visages. Ce qu'on a fait avec Frédéric, avec Verelec, c'est qu'on a pu apporter la connaissance du marché, l'accès marché, le branding. Et donc l'association Open Innovation qui marche, c'est qu'on a une PME avec le pays France, Schneider France. On a pu mettre en place un accord commercial. Et pour une start-up ou une PME, l'objectif, c'est d'aller vite. Et ça, on peut le faire avec le pays. Où ça devient un peu plus compliqué, et on peut la démarrer la présentation, c'est que quand on est dans une catégorie plutôt d'entreprise qui doit s'intégrer dans le développement de nouvelles offres, là, on rentre dans les activités des business units, donc du paquebot, des grands groupes, où c'est toujours plus compliqué de travailler avec une start-up parce qu'on a des temps de cycle qui sont plus longs quand on développe des nouveaux produits. Et une start-up, son temps de cycle, c'est la semaine. Une semaine pour Schneider, c'est pas grand-chose. Ça, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est que cette activité-là prend aussi du temps et de l'argent pour la start-up de temps en temps. Donc il faut faire très attention. Et ce que je dis souvent, c'est que cette problématique de travail entre la start-up et le grand groupe, c'est la même problématique qu'une innovation qui vient d'un centre de recherche corporate, si le grand groupe en a un, en interne, et d'intégrer cette innovation vers la business unit. C'est le même problème, ça n'arrive jamais au bon moment, c'est pas assez mature, ça n'a pas été prévu dans le budget.
on connaît les filles. Donc, sur ce constat-là, je dresse volontairement un paysage qui paraît délicat. On a fait des progrès, nos activités, et notamment, parce qu'on est un peu moins qu'Esté, mais pas loin, les 5500 à Grenoble, nos business units ont aussi appris à travailler avec les startups. J'ai même cassé le processus achat de Schneider pour avoir un processus dédié aux startups. Néanmoins, ça n'est pas suffisant. Et donc, ce qu'on a développé, c'est cette nouvelle activité que je vais vous présenter très rapidement. Si on peut passer au slide d'après. Alors, cette image résume en fait tout ce que je viens de dire. Je vais peut-être la laisser quelques secondes. Donc, c'est cette difficulté de gérer cette dichotomie entre le slide d'après, s'il vous plaît, entre la line of business ou business unit, dont son principal KPI, c'est d'être une cash machine, quand même. C'est quand même le principal objectif. C'est compliqué d'être à la fois une cash machine et en même temps de prendre des risques sur l'innovation disruptive. Et si on parle de deep tech et d'innovation disruptive, on sait bien que là, le principal KPI dans ce cas-là, moi, mon activité aujourd'hui, pour caricaturer un petit peu, mon principal KPI, c'est de cumuler un maximum d'échecs. C'est quand même difficilement entendable par un patron de business unit, un patron de line of business. Donc on a décidé de mettre une organisation différente, puisque, entre guillemets, ces structures, ces paquebots, entre guillemets, ces business units, sont un petit peu condamnés à faire de l'innovation incrémentale. C'est pas du jugement, on fait de très très belles innovations en innovation incrémentale. Mais elles ne peuvent pas prendre ces risques-là. Donc on a mis en place une nouvelle organisation, plus agile, indépendante de ces organisations-là. Slide d'après, qui a plusieurs missions, donc une organisation de business incubation, qui a cette mission de gérer cette dichotomie entre la difficulté de la business unit de réagir plutôt sur du court terme et de ne pas prendre des risques, de prendre les vrais KPI, c'est-à-dire qu'on sait qu'une innovation qui a un potentiel impact, il faut en mettre 1000 à l'entrée du funnel pour qu'il y en ait une qui a un vrai impact. Donc il y a des taux de succès qui sont faibles. Et les taux de succès des VC qui investissent dans des startups, on parle de 20% pour les meilleurs, mais c'est quand même plutôt de 10%. Donc forcément, il faut lancer beaucoup de sujets, mais il faut, comme on dit, faire fast. C'est-à-dire qu'il faut en arrêter aussi très vite. Ce qu'on ne sait pas toujours faire aussi dans les organisations plus complexes. Donc cette organisation a pour objectif aussi de démarrer des sujets, d'accompagner, mais aussi de les arrêter très très vite si on sent qu'il n'y a pas un vrai impact. De façon très simple, cette nouvelle organisation, elle a un seul objectif pour Schneider, c'est de créer les nouvelles opportunités de croissance pour Schneider Electric à 5-7 ans. Donc les deux futurs business units qui feront 300 millions, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et pas on continue à le faire, par des acquisitions de sociétés matures, comme on continue à le faire. Avec différents outils. Slide d'après, pour ne pas prendre trop de temps, différents outils qui vont nous permettre d'accompagner, que ce soit en interne ou en externe, des idées, donc des idées qui peuvent être à différents niveaux de maturité. Ça peut être vraiment une idée juste comme ça, je croise quelqu'un tout à l'heure dans la salle et on discute d'une idée potentielle, ou d'idées de projets déjà bien identifiés, qui peuvent venir de l'interne et de l'externe, qu'on va détecter, challenger, accompagner, financer, pour les maturer jusqu'à un niveau suffisant. Pour la majeure partie, on imagine qu'on aura peut-être des sujets qui vont faire du spinning, c'est-à-dire qui vont réintégrer la line of business du coup, parce qu'on aura levé les risques, mais la majorité, ce seront des startups qu'on va créer en investissant toujours en minorité shareholding dans la startup et avec l'entrepreneur qui aura été évidemment à détecter. On a dans cette organisation un vrai challenge sur... Évidemment, on va trouver des idées en interne avec des équipes qui portent l'idée, mais on n'aura pas forcément l'entrepreneur à la tête. Et on sait que quand même la réussite d'une start-up, je suis désolé pour les technologues que nous sommes, mais c'est quand même 80% de l'équipe, quoi. Les femmes et les hommes qui la composent, et pas tant la techno. Donc c'est un point très très important sur cette continuité, d'accompagner, d'aller chercher les entrepreneurs à l'extérieur si on ne les a pas, pour maturer ces idées-là. Et puis différents outils, je ne vais pas passer en détail, on n'a pas le temps, mais différents outils financiers qui vont nous permettre
d'investir dans ces startups que l'on crée ou dans des startups en mode open innovation classique, entre guillemets, ou des outils qui vont nous permettre d'investir dans des sociétés plus importantes pour participer à la croissance de la société et créer ces sociétés et créer la croissance en laissant ces sociétés et ces entrepreneurs libres de développement de leur business et surtout pas en les raccrochant à une LOB ou une BU de Schneider. Très bien. Bon, on a pris plus de temps que ce qu'on avait prévu. Alors, je vais court-circuiter en quelque sorte. On voulait que vous débattiez. Donc, je vais vous faire débattre sur la question suivante, qui était l'innovation. Est-ce que c'est un simple outil qui permet certes de s'améliorer, ou si vous vous projetez dans les années à venir, c'est plutôt un élément fortement transformant de vos structures? Alors, je peux peut-être juste commencer dans la continuité commencer, puisque cette réflexion-là, on l'a menée, nous, depuis un certain temps, et c'est plus qu'un outil, puisqu'elle a impacté directement l'organisation Schneider très récemment, puisque nous avons décidé l'année dernière, donc c'est assez frais, pratiquement jour pour jour, d'ailleurs, l'année dernière, deux décisions importantes. La suppression, mais je reviendrai sur ce terme, mais ce n'est pas tout à fait la suppression, mais la suppression du corporate R&D. C'est ce fameux difficulté de transfert dont je parlais. Une des solutions, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est pour qu'il n'y ait plus de transfert, c'est qu'on a transféré cette R&D dans les 4 verticaux. Donc les directeurs techniques, les CTO des 4 verticaux dont je vous ai parlé, dont 3 sur les 4 d'ailleurs sont en France, et le 4e à Dubaï. Ces 4 verticaux ont maintenant récupéré, entre guillemets, les laboratoires technologiques, les centres de recherche, qui étaient majoritairement, et qui sont toujours basés au même endroit, mais ils n'ont plus la même hiérarchie, entre guillemets, qui sont à Grenoble et à Boston pour la majorité, et un peu à Shanghai. Donc, on a un conseil des CTO, en fait, de ces 4 verticaux, plus un 5e, qui est le 5e vertical de Schneider, qui s'appelle Schneider Digital, qui gère la R&D de Schneider, de l'amont à l'aval. Donc ils ont les clés du camion, donc ils ne peuvent pas se plaindre du transfert, c'est eux qui ont les clés du camion, entre guillemets. Ça, c'est la première. Et l'autre transformation, c'est justement sur cet aspect innovation disruptive, où nous avons créé depuis donc, septembre, 2 mois après, cette nouvelle organisation qui dépend du Global Strategy et directement d'Emmanuel Agaric qui est au COMEX, et qui est indépendant, même si on travaille avec eux évidemment, mais qui est indépendant de la structure R&D. Et des pays, de manière à avoir cette flexibilité, cette agilité. Quand on est dans ce processus de détection et d'investissement dans ces sujets, on est 3 à prendre la décision. Il n'y a pas un comité qui se réunit tous les 3 mois, etc. Donc voilà, donc une première réponse à cette question, ça a un vrai impact, puisque ça a impacté l'organisation de Schneider sur ces sujets-là. Oui, je veux dire quelques mots déjà pour répondre à Sylvain par rapport à sa problématique. En fait, nous, chez ST, c'est très différent. C'est-à-dire que nous, on fait des composants, des solutions, mais on ne fait jamais le produit applicatif. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être en compétition avec certains de nos clients. Donc, on peut parler à tous les clients pour leur fournir les solutions. Ça veut dire que les startups qu'on accompagne, ce n'est pas un projet de BU chez nous. Les BU chez nous vont faire des composants, donc c'est séparé. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je pense, quand on a effectivement une position comme nous bien fixée dans l'échelle de la valeur, que dans ton cas où c'est un peu plus complexe de séparer le tien du mien pour l'innovation. Après, ce que je voulais dire sur l'innovation, c'est que pour nous, c'est vital. C'est-à-dire qu'on est une entreprise high-tech, et donc il faut qu'on innove sans arrêt de manière à avoir les bons produits dans les bons procédés technologiques, dans les bonnes usines. Donc ça veut dire que nous, on travaille avec les organismes de recherche, on travaille avec le LETI, on travaille avec le CEA, on travaille avec les écoles, on travaille avec les labos, de manière à rester toujours à la pointe, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir remplir nos usines. Alors comment on le mesure ? Chiffre d'affaires, c'est notre KPI. Effectivement, c'est typiquement directement le reflet de notre innovation. On le mesure aussi, et c'est vrai que ces derniers temps, ST a repris un petit peu sa mission de base, c'est des produits spécifiques dans des procédés spécifiques. Ça veut dire que, par exemple, dans une usine à Crolles ou dans nos autres usines, on a des procédés on est les seuls à faire, uniques au monde.
Et quand on voit des grands clients mondiaux venir sur Grenoble chercher la technologie chez nous, ben on se dit oui, on a fait quelque chose d'innovant et qui est aussi des premières mondiales. Et puis on le voit effectivement quand on travaille avec les startups, quand on a du retour sur les produits. Et c'est important pour nos employés qui voient que leurs produits sont à la base d'innovations disruptives au niveau des startups. Et ça, c'est aussi un retour très important. Mais pour nous, c'est pas un outil, c'est notre raison d'être et c'est par ça qu'on survit. La Poste est une industrie de manœuvre plutôt que high-tech. Par contre, on a des très très gros process industriels et on a beaucoup de compétition partout. Donc en fait, l'innovation, c'est juste pouvoir rester compétitif demain. Et du coup, il faut savoir articuler tout ça. ProBayer, c'est tout petit dans la Poste, vraiment tout petit, mais c'est une entreprise high-tech qui est aussi dans un paysage concurrentiel. Et aujourd'hui, par exemple, on est très présent sur le véhicule autonome. Demain, si on veut l'être encore, alors que toutes les industries investissent dessus, il faut qu'on trouve de nouvelles choses. Il faut qu'on se bouge pour aller avoir des nouvelles idées, trouver de nouveaux partenariats, etc. Donc je pense que l'innovation, ce n'est pas une fin en soi. C'est à la fois une transformation dans les grands groupes, ça c'est sûr. Que le grand groupe soit high-tech ou qu'il soit moins high-tech. De toute façon, il est soumis à la concurrence. Et il faut être intelligent par rapport à ça et bien utiliser l'innovation. Je pense qu'au travers de la description d'Evéon et d'Alpao, je vous ai montré que ce sont deux entreprises innovantes. Par essence, on met au point des dispositifs ou des produits innovants. Dans un cas, effectivement, on est véritablement sur le produit. On intègre des technologies. Dans l'autre cas, en définitive, on fabrique un composant qui est intégré dans des outils, des caméras ou des microscopes, par exemple. En permanence, on est drivé par l'innovation. Alors aujourd'hui, on est plus focus sur le deep tech. On n'abordera pas les innovations d'usage, les innovations, j'allais dire, la façon d'appréhender le marché ou les business models. Mais sur cette partie, j'allais dire, technologie, c'est l'essence même, j'allais dire, de nos activités. On a eu le plaisir, il y a une semaine, qu'il y a un classement qui a été publié par Challenge, où un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs grenobloises, étaient extrêmement bien positionnées concernant l'innovation mesurée par le nombre de brevets. Evéon est 12e au niveau national. Je pense que ça prouve effectivement qu'on cherche à investir en permanence. En permanence, si je reste sur Evéon, les médicaments évoluent. Ils ont des spécificités qui sont telles que c'est le LabCom qu'on vient de monter avec le laboratoire des matériaux et de génie physique de Grenoble INP, de continuer à innover pour mettre au point de nouveaux matériaux et d'apporter des nouvelles solutions en définitive au service des patients pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur processus de soins. Est-ce que l'innovation se nourrit plus spécifiquement d'un tissu local, ou est-ce que c'est à l'international qu'on a le plus de chances de trouver les ressources, les nouvelles idées, les nouveaux intrapreneurs, si on s'y prend comme ça? Je ne sais plus qui le disait, mais Think Global, Act Local. Je pense qu'on parle beaucoup du MIT, par exemple. Le MIT, vous faites le tour à pied. Hein. Donc il y a l'organisation que je représente de Business Incubation, elle est mondiale, mais on a des équipes à Grenoble, à San Francisco, à Boston, à Moscou, à Bangalore et à Shanghai. Parce qu'il faut être dans les écosystèmes où nous sommes pour travailler avec les acteurs qui sont de ces écosystèmes. Donc la partie locale est importante. Pour preuve, alors que ce n'était pas forcément une évidence comme ça il y a quelques années, mais Schneider a réinvesti lourdement à Grenoble avec ce programme Green Valley, là, de nouveaux bâtiments, un programme de 120 millions d'euros, c'est pas rien, d'investissement dans de nouveaux bâtiments, dont un qui est en cours de construction, au plein cœur de la presqu'île, parce que c'est effectivement cette notion d'écosystème est absolument déterminante. Par contre, effectivement, il n'y a pas qu'à Grenoble, il se passe des choses aussi ailleurs, hein, je dois vous le dire. Je ne parlais pas que de l'écosystème grenoblois, mais de l'implantation. Esté. Au niveau d'un site comme Grenoble, moi, il est important que je sache expliquer à mon management pourquoi on est là. Et pourquoi on est là, c'est effectivement toutes les relations. À la fois, on doit nourrir notre écosystème, et à la fois, on est nourri par notre écosystème.
Par contre, il est vrai qu'on est une entreprise qui est worldwide, hein, et ça, c'est aussi un atout pour nos startups. Je veux dire, voilà, on est à Singapour, on est aux États-Unis, on est un peu partout, donc vous pouvez aussi bénéficier de notre réseau. Enfin, en tout cas, on est prêt à partager ce réseau-là de manière à pouvoir mélanger aussi ces différents écosystèmes. Une autre chose que je voulais dire, c'est que Sylvain t'a parlé de transformation de l'entreprise. Donc nous aussi, on est en train de se transformer. Donc vous voyez, depuis quelques années, on s'est ouvert et on essaie d'apprendre des startups. On a en place des programmes de transformation de la compagnie, de transformation de nos méthodes de travail, de transformation de nos espaces de travail. Je pense que vous aussi, vous travaillez beaucoup là-dessus, de manière à les rendre plus dynamiques, plus motivants, méthode agile, etc. Et ça va très vite, hein. Et d'ailleurs, on travaille avec GEM et avec l'INP sur ce sujet pour avancer et faire quelque chose de commun au niveau académique. Et je pense que sur Grenoble, alors concernant Evéon, je rappellerai juste, je pense que maintenant c'est bien connu, et en reprenant et en citant, en mettant des guillemets, une expression dans une newsletter de BPI France au mois de décembre, Grenoble est la Mecque du MedTech en France. Donc on a cette chance. On a la chance donc de pouvoir trouver effectivement dans l'ensemble des domaines, j'allais dire des disciplines de recherche qui peuvent nous intéresser, des compétences qui nous sont nécessaires à l'ensemble de nos entreprises dans le domaine du MedTech. Et c'est vrai qu'Evéon, avant tout, on s'appuie sur la recherche grenobloise et sur l'ensemble des laboratoires qui sont présents dans la région. Alpao, ça a été très différent, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, où en définitive, alors parce qu'on fabrique un composant dans un domaine d'application qui est spécifique, l'optique adaptative, on a une multiplicité de domaines d'application différents, et en définitive, on a noué des partenariats avec des laboratoires dans le monde entier. Un exemple, par exemple, on a un partenariat extrêmement fort avec le Howard Hughes Medical Institute aux États-Unis. C'est tout simplement le professeur Bedzik qui le dirige, qui a eu le prix Nobel de chimie il y a 2 ans sur ses travaux de microscopie de fluorescence à très haute résolution. Et c'est bien évident qu'une collaboration telle que celle-là nous permet en permanence d'améliorer nos produits et de savoir, d'anticiper quels sont les besoins en termes de recherche et donc en termes d'application industrielle qu'il y a pour les miroirs que nous fabriquons ici localement. Sachant qu'effectivement, l'ensemble de la production est ici à Montbonneau, à Grenoble. Oui, je pense qu'on a beaucoup de talent en France. C'est vrai sur l'intelligence artificielle, c'est vrai dans d'autres domaines. Et il y a un écosystème qui est puissant à Grenoble. Et quand on marie les talents et l'écosystème un peu puissant, je pense que de là, l'innovation se crée. Et bon, c'est vrai que nous, on a pas mal investi avec ProBias à Grenoble et on sent cette traction. Et c'est ça qui donne aussi envie d'aller toujours un peu plus loin. Alors, c'est quoi réussir son projet ou sa trajectoire d'innovation? Quand c'est que vous serez satisfait? Normalement, jamais. Mais il y a quand même des jalons, des indicateurs. Qu'est-ce que vous vous donnez comme, sans dévoiler tous les détails de la stratégie de chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous vous donnez comme point de mesure? La première satisfaction chez nous, c'est la situation de nos clients. Et donc, où on a de grandes satisfactions par rapport à ces relations grands groupes startups, c'est quand on arrive, et ça c'est de plus en plus fréquent, à vendre des solutions globales, complètes, et où Schneider prend un peu les risques étant front office. Mais l'offre, elle est en partie Schneider et en partie nourrie des startups qui apportent leurs briques et qui sont valorisées dans l'offre, évidemment. Mais en plus, en étant front office, des fois, ça évite aussi à la startup quelquefois de répondre à des questions embarrassantes du client en disant c'est quoi votre structure financière, c'est quoi votre processus qualité. On a des exemples comme ça d'une startup grenobloise d'ailleurs, pour citer un autre nom qui s'appelle Visioglobe, qui est à Grenoble et Dubaï. Et aujourd'hui, quand on vend une solution globale de gestion de bâtiments, le dernier, c'est le bâtiment Ampère de Société Générale, ce Gprom, la solution Visioglobe est vendue avec la solution Schneider. Donc ça, c'est une vraie satisfaction.
Oui, je veux juste dire un mot parce que nous, on est plus près du. Enfin, je veux dire, c'est du chauffage quand même. Au bout du, au bout du bout, c'est du chauffage. Il ne faudra pas oublier l'innovation sociale parce que l'expérience depuis 3 ans, on s'aperçoit que tout le monde a un téléphone, mais tout le monde n'est pas connecté. C'est-à-dire que l'utilisation de la connectivité pour améliorer sa vie, c'est pas du tout dans les mœurs. Hein. On en est arrivé, nous, à former les gens. Simplement à changer les températures, enfin à profiter de ce qu'on leur met en place, hein, tout simplement. Hein. Et alors c'est variable, hein, mais en tout cas il y a cette innovation technologique. Dès qu'on va vers le client final, il faut l'accompagner. Ça, il n'y a pas d'autre solution, sinon ça reste lettre morte. 10 secondes, j'en profite pour faire un teasing du coup. Et par rapport à l'écosystème, nous sommes sur ce sujet d'innovation sociale et notamment de sujet que tu as traité tout à l'heure, tu as cité tout à l'heure, qui est la précarité énergétique. Nous sommes en train de préparer une chaire avec la Fondation Grenoble INP sur ces thématiques-là. Et on a beaucoup d'acteurs qui ont rejoint cette idée de chaire autour de la précarité énergétique. Thierry ? Juste pour dire que, enfin, c'est ce que je disais avant, c'est un processus continu. Nous, on ne peut jamais s'arrêter, donc on ne peut jamais s'arrêter d'innover. On a des KPI business, bien sûr, donc ça, c'est le signe de notre succès. La satisfaction de nos clients, on a des clients très exigeants, je pense que les clients automobiles sont très exigeants, et ils expriment aussi leur satisfaction quand les choses vont bien. Après, je pense qu'il faut qu'on soit très curieux. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de startups qui utilisent STM32, les objets connectés, mais on a d'autres startups, Remedy, T-Hive, ça va être encore plus deep tech, et ils vont utiliser des technologies un peu particulières. Et donc, il faut explorer, il faut travailler aussi avec nos autres partenaires non techniques de l'écosystème, et je rejoins un petit peu l'innovation sociale pour ça, pour comprendre les usages. Bon, je sais pas, nous, on travaille par exemple Silver Economy avec le TASDA, on a un projet dans le cadre de l'IRT. Il faut qu'on soit très curieux de manière à se dire toujours, bah oui, nous, on est en bas, on est effectivement le hardware, mais il faut que notre hardware puisse vraiment supporter et rentrer dans tous les business models qu'on aura au-dessus pour la satisfaction du client et de l'utilisateur. Et ça, c'est jamais fini. Voilà. La première satisfaction au bout de 9 ans, c'est encore d'être là et de regarder tout ce qui a été fait au cours de ces 9 premières années. Je pense que je ne le cesse de le répéter en interne quand on regarde toujours le verre à moitié plein ou ce qui reste à accomplir. Mais aux équipes, savourez déjà ce que vous avez su faire parce qu'il y a eu des sacrés beaux challenges de relever jour après jour, mois après mois. Après, c'est sûr qu'on a un certain nombre, on regarde devant, de challenges à relever à très court terme pour Évéon. C'est que les dispositifs que l'on a développés, on sait que le temps de développement d'un dispositif médical est extrêmement long. Le temps de qualification, cette année est une année importante pour nous puisque pour la première fois on aura un chiffre d'affaires produit et pas simplement de co-développement avec les laboratoires pharmaceutiques pour des produits, c'est-à-dire qu'on va livrer des produits, on devrait faire plus de 20% du chiffre d'affaires en livraison de produits, d'où le déménagement aussi. Donc c'est une étape avec un certain nombre de challenges, mais qui est une belle étape. Et puis, pour Alpao, il y a une très forte dynamique, et c'est effectivement aujourd'hui de faire face à la montée en puissance des volumes, compte tenu de la multiplication des accords que l'on signe avec des grands de l'imagerie pour intégrer nos miroirs déformables. Donc, voilà, on regarde assez le court terme, je le reconnais, franchir les étapes une par une, sauter les haies, sans accrocher aucune haie. Très bien. Bon, je pense que pour Jean-François Miribel, la réussite, c'est d'avoir intéressé un grand groupe, mais un peu plus, je pense, quand même, pour le développement. Non, quand même. Alors, nous, on était passionnés par la technologie avec mes amis cofondateurs. Donc, bon, voilà. Après, le souci qu'on a eu vers la fin, c'était d'arriver justement à trouver un partenaire pour assurer la suite. Parce qu'on avait quand même mis en place une entreprise avec une trentaine de collaborateurs qui était quand même au niveau technologique quand même pas mauvais. On faisait de très belles applications, on en fait encore des encore plus belles. Donc c'est ce qui nous a toujours amené plus loin, hein. C'était la réalisation de nouvelles applications. Donc avec un moment, il faut arriver à pérenniser. On avait différentes manières pour le faire. Et on a réussi à trouver, je crois, une bonne manière. La preuve, c'est que, comme l'a dit Eric,
Ça fait 2 ans, nous, que moi, j'ai laissé l'entreprise. Et le chiffre d'affaires a plus que doublé. Le nombre de salariés a presque doublé aussi. Donc, voilà. Et les applications sont toujours aussi passionnantes. Pour ProPayez avec La Poste, donc ProPayez est une entreprise de services essentiellement. Donc on fait nos clients sont des clients internes de La Poste et beaucoup surtout des grands clients industriels qui ont besoin d'intelligence artificielle. Donc évidemment le premier driver c'est la satisfaction de nos clients et nous on les aide avec de la technologie. Après il y a une autre chose après cette satisfaction des clients, c'est qu'on veut démontrer qu'on est à l'état de l'art dans une discipline qui est vraiment très très compétitive. Et donc pouvoir garantir qu'une publication 6 mois après, elle arrive dans une application industrielle, c'est important pour nous. Et pouvoir aussi gérer le volume des attentes de nos clients et des attentes de La Poste, c'est aussi important pour nous. Et donc c'est la raison pour laquelle on croit rapidement. Voilà. Et on a une espèce de continuité entre l'histoire de ProPayez avant et après le rachat et puis un marché qui ne fait que s'ouvrir quoi, et qui est booming. Quoi. Donc il faut absolument être à la hauteur de tout ça et d'avoir une croissance qui est raisonnée mais qui est quand même importante avec cette promesse de rester à l'état de l'art alors que de plus en plus de gens s'y mettent. Est-ce que la solution la plus intéressante pour un grand groupe est bien de faire de l'innovation interne plutôt que de la croissance externe en rachetant au bon moment et en étant en veille? Quelle est la bonne solution, si tant est qu'il y en ait une? Je crois qu'il n'y a pas de recette. À la fois, il n'y a pas de recette miracle, et puis ce qui est développé dans un grand groupe ne s'applique pas forcément dans un autre, puisque chaque grand groupe aussi a sa culture, son marché. Donc, je pense que du coup, il faut avoir un peu toutes les palettes, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, Schneider a connu sa très forte croissance et sa très forte transformation dont j'ai parlé avec beaucoup de croissance externe, puisqu'on a fait 170 acquisitions en 10 ans. Mais c'est un métier qui s'apprend aussi. Hein. C'est ce que je parle dans les outils dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi des outils qui vont nous servir à accompagner des très grosses startups ou des PME. Parce qu'on fait beaucoup de business en partenariat chez Schneider, un peu partout dans le monde. Et une des difficultés quand on est dans une relation stratégique avec ces sociétés-là, la seule carte qu'on avait dans la main jusqu'à présent, pour stabiliser, je veux dire, cette relation, c'était l'acquisition. Et l'acquisition, c'est pas toujours la bonne idée. C'est des fois trop tôt, et quelquefois on loupe l'intégration derrière. Enfin, c'est pas toujours la bonne idée. Néanmoins, ne rien faire, c'est prendre le risque. On l'a vécu aux États-Unis, prendre le risque qu'un concurrent de Schneider rachète cette PME ou cette grande start-up, et en faisant ça, elle rachète tout le développement qu'on a fait. Donc, on a aussi des outils nous permettant, mais toujours en minority shareholding, d'investir dans ces groupes. Donc, je pense qu'il faut avoir toutes les palettes. Et je pense qu'il n'y a pas un outil qui marche mieux qu'un autre, mais on a la chance chez Schneider d'avoir la capacité à faire un peu les deux. Mais par contre, sur la partie innovation, ce qui nous manquait jusqu'à présent, c'était cette capacité à prendre des risques et à innover dans l'early stage, où on sait que là, il y a un taux d'échec important. Donc il faut que ces KPI-là soient entendus et compris à très haut niveau pour que ça puisse marcher, parce qu'on sait que ce n'est pas en 6 mois que je vais créer les deux business units qui vont faire 1 milliard de chiffre d'affaires dans 7 ans chez Schneider. C'est très clair. Qu'est-ce que représente le risque qui est pris sur le business global de Schneider? Pardon, j'ai pas entendu le... Qu'est-ce que représente le risque qui est pris avec... tu dis on prend des risques qui sont indispensables. C'est une grosse partie. C'est un très gros investissement. Je ne peux pas vous donner les chiffres complets. Non, mais on ne le demande pas. Un chiffre, c'est que, puisque celui-là il est connu, mais on a créé un nouveau fonds venture qui est aussi géré par nos amis d'Aster Capital, qui font partie de la même organisation que nous. Un fonds qui existe depuis 3 mois, un fonds de 200 millions d'euros. Donc c'est une partie de la réponse, puisque ça veut dire qu'on met bien au-delà dans l'ensemble de l'organisation. Donc c'est un très très gros investissement.
pour arriver à développer ces innovations disruptives dans le groupe et à ne pas les freiner par l'organisation, je dirais, un peu canal historique. Thierry ? Donc on a l'innovation interne, j'en ai un peu parlé. Par rapport à l'externe, c'est ce que je vous disais, c'est que nous, notre ambition, c'est de supporter par nos technologies l'innovation de nos clients. Ça veut dire que nos clients nous aident beaucoup à innover. On travaille avec des gros clients, leurs requêtes, leurs demandes, leurs besoins, ça nous oblige à faire moins consommant, meilleure qualité, meilleurs produits et produits plus adaptés. Et ça, c'est un driver d'innovation très fort chez nous. Après, si on a besoin d'une IP, on va l'acheter. Si on a besoin de faire un M&A avec une entreprise parce qu'il nous manque dans un secteur une brique pour intégrer un produit complet, là, effectivement, on le fait couramment pour que notre offre, quant à supporter l'innovation de nos partenaires, puisse être plus complète. Très bien. Alors, on arrive à quelques minutes de la fin. Bon, moi, ce que j'ai retenu, parce qu'on a préparé un petit peu cette table ronde, c'est que bien que nous ayons des locaux, d'abord, ils pensent bien plus loin que Grenoble, mais on les a mis autour de la table, on les a laissés parler, et ils avaient des choses à se dire, alors qu'ils se connaissent plus ou moins. C'est pas loin, et j'ai l'impression que c'est un peu comme, on parlait d'intelligence artificielle, comme nos réseaux de neurones. L'important, c'est presque pas l'intelligence qu'il y a dans chaque neurone, c'est les liens qu'il y a entre eux. Et plus il y a de liens, et plus on est intelligent. Et ça m'a donné un certain plaisir, je crois qu'il était partagé, à l'idée de vous avoir vu échanger, dire mais il faudrait qu'on reparle de ça, ah oui ton produit, voilà. Et tout ça, c'est le lien qui fait sûrement la création de richesse et de valeur. L'innovation naît des interfaces. Voilà, alors je voudrais vous demander à chacun un petit mot de conclusion. Je reprends ce que je disais, effectivement, alors c'est un des raisons pour lesquelles on s'ancre dans l'écosystème, parce que je pense que l'innovation vient aussi des échanges, et c'est pas uniquement de la technologie, ça vient des écosystèmes, des échanges, des interfaces, et de la capacité à avoir aussi l'organisation qui convient pour pouvoir faire mûrir ces idées, ces innovations et ces interfaces. Et je pense que l'écosystème grenoblois est un exemple dans ce sens-là. Pour terminer quand même sur une note, je pense qu'on peut-être faire mieux sur l'aspect faire que ça se sache et sur la communication et sur l'attractivité qu'on peut avoir. Parce que Grenoble, ça n'est pas que une structure qui dépose des brevets, c'est bien plus que ça. C'est un vrai écosystème d'innovation. Et ça peut être une marge de progression. Il faut toujours finir par une marge de progression. Moi, je propose le prochain débat, c'est comment on accompagne les startups quand elles sont au bord de la réussite et qu'elles ne trouvent plus de finances. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de l'innovation financière pour que à chaque moment de sa vie, alors on passe de start-up à entreprise, en PME, entreprise de croissance, et plus on croit vite, moins on a de moyens financiers ici, en France. Voilà. Les Américains se font très bien. Nous, on n'est pas assez penchés sur le sujet. Il faut de l'innovation financière parce qu'à un moment donné, la technologie s'efface, je suis désolé, devant la finance. Voilà. Et si on veut croître, j'en suis une preuve à moitié vivante, j'ai failli mourir de ma croissance. Il faut croître, il faut vraiment accompagner correctement et c'est pas un long fleuve tranquille, la croissance non plus. Voilà, donc voilà, ça c'est un débat qu'il faut avoir impérativement. Et je pense que l'aire de Grenoble là-dessus peut vraiment se pencher dessus parce que si elle sait créer, si elle sait accompagner les démarrages, elle doit aussi comprendre que les EP, enfin les entreprises de taille intermédiaire qui sont appelées des vœux des gouvernements successifs depuis 30 ans, si elles ne se font pas, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas la volonté de l'entrepreneur d'arrêter de croître. Merci. J'ai déjà un micro, donc moi je voudrais remercier la Métro Forum 5i de nous a permis d'avoir ce beau débat. Merci Pierre aussi de l'avoir animé parce que je pense que on a échangé puis en fait ça a créé de la curiosité. Alors moi ça a créé de la curiosité, j'aimerais discuter plus avec vous. J'espère que vous êtes un peu curieux de ce qu'on fait aussi chez ST. Enfin, tout est là-dedans, curiosité et passion, et c'est ça qui va nous permettre vraiment d'avancer au niveau innovation, et ce genre d'événement permet encore de le propager. Merci beaucoup.
Merci Thierry. Un grand merci, oui. Je pense qu'au-delà même de cette table ronde de cet après-midi, on a eu des échanges préparatoires qui ont aussi été très riches. Je voudrais juste ajouter, sans vouloir faire trop de bémol, mais vu du point de vue de la start-up ou de la jeune entreprise, dans les schémas d'innovation et de collaboration start-up grand groupe, et notamment Sylvain l'avait mentionné en réunion préparatoire, attention au miroir aux alouettes de la relation PME grand groupe. C'est pas toujours simple. L'open innovation, c'est un joli mot, mais il faut bien que l'entreprise, la PME, la start-up continue à être, j'allais dire, focalisée sur ses développements, qu'elle sache où est son intérêt et qu'elle ne croit pas non plus forcément à toutes les promesses du grand groupe. Ce qui ne m'empêchera pas néanmoins de conclure mon propos en vous annonçant simplement qu'Evéon vient de signer un nouveau partenariat avec un grand groupe. On met au point des dispositifs médicaux qui sont par essence connectés. Donc on enregistre un certain nombre de data. On avait besoin de pouvoir avoir une offre de service couplée sur l'utilisation de ces data. Et avec Orange Healthcare, nous venons de signer un partenariat pour faire une offre commune auprès des laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est un pas de plus, mais au passage, ça a dû prendre 22 mois de discussion. Donc ce qui montre qu'effectivement, on y arrive, mais en prenant son temps. Un grand merci à tous. Je te rejoins effectivement Thierry. Un grand merci Pierre pour l'animation de la table ronde. Et puis, s'il y a des questions après, avec plaisir. Félicitations pour ce partenariat. Ce qui est vraiment un scoop, cette annonce, parce qu'on ne le savait pas. Il nous a dit, je vous le dirai pendant la séance. Donc, voilà. Oui, merci à tous aussi. Moi, je ne suis pas grenoblois. Je suis peut-être le seul ici à pas être de Grenoble. Donc, je suis plutôt parisien dans le siège de la Poste. Et je trouve que vous avez un écosystème qui est puissant, des talents à Grenoble. Et donc... beaucoup de choses peuvent naître de ça. Et effectivement, c'est dans la connexion des gens, des entreprises à l'intérieur de cet écosystème que se crée l'espèce d'effet brownien où on peut construire des choses sur la base d'intérêts mutuels. Et donc, voilà, moi, je vous encourage à continuer à réseauter et à bâtir cet écosystème. Je pense qu'il est vraiment très important et pour Grenoble et pour toutes les grandes entreprises en France. Oui, alors moi, juste pour l'anecdote, j'étais intéressé par ce qu'a dit Vincent, parce que nous, à ProBuys, on a essayé de travailler avec Schneider Electric. On n'a à peu près rien fait avec Schneider Electric. Pourtant, on connaissait pas mal de gens chez Schneider Electric, dont des gens au comité exécutif, etc. On a essayé de travailler aussi avec ST. On a un petit peu fait des petites choses pour eux, pour les dépanner, des histoires de maintenance, parce qu'ils étaient coincés sur des choses. Et finalement, on a trouvé une association avec la Poste qui n'était pas du tout grenoblois. Et ça s'est trouvé comme ça. Donc le problème, et pourquoi on s'est associé avec la Poste? Quand même, parce que la Poste a pris 100% de l'entreprise. Et sinon, on aurait eu, la Poste ne nous aurait pas acheté si on n'avait pas cédé 100% de l'actionnariat. Et rechercher des partenariats avec des grands groupes, puisque je rebondis là-dessus, c'est très difficile. Donc nous, on a préféré accepter de finalement devenir une entité La Poste, parce que ça ne nous gênait pas du tout et que ce n'était pas du tout ça notre problématique. Notre problématique, c'était encore une fois de pérenniser notre activité et notre savoir-faire et de trouver de nouveaux terrains de jeu. Mais la relation... Start-up, grand groupe, effectivement, ça reste quand même quelque chose d'un peu compliqué. Bien, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ces échanges. Et puis, il est toujours possible de les continuer après. Merci.